Néolibéralisme, démocratie, ce sont deux mots qu'on entend absolument partout, tout le temps. Mais sait-on vraiment ce qu'ils veulent dire? Et si je vous disais que, d'après la philosophe Barbara Stiegler, leur vrai sens est très, très loin de ce qu'on imagine? Alors on va plonger ensemble dans une analyse qui risque de pas mal bousculer nos certitudes sur ces deux concepts clés de notre monde. D'un côté, on nous répète que le néolibéralisme, c'est simple, c'est moins d'État. De l'autre, on nous présente la démocratie comme le fameux pouvoir au peuple. Ça paraît clair, non? Presque. Un peu trop simple. Et si en fait ces slogans n'étaient que des mythes, très bien rodés, qui cachent une réalité bien plus complexe, et peut-être un peu plus dérangeante? C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, commençons par le premier mythe, le néolibéralisme. C'est vraiment le mot qu'on entend à toutes les sauces, souvent réduit à une idée très très simple. Mais c'est quoi cette idée au juste? Et pourquoi, selon Stiegler, est-elle si trompeuse? Bon, voilà la définition qu'on connaît tous, l'image d'Épinal. L'État doit faire un pas de côté pour laisser la fameuse main invisible du marché faire son travail. On pense tout de suite à des figures comme Margaret Thatcher, qui privatisait à tout va au Royaume-Uni, ou plus près de nous, à Javier Milei, en Argentine, avec sa tronçonneur, symbole d'un État qu'il voudrait découper en morceaux. Mais est-ce que le néolibéralisme, ce n'est vraiment que ça? Et c'est là que tout bascule. Stiegler arrive et nous dit « Stop, on oublie tout ce qu'on pensait savoir. Cette image populaire du néolibéralisme, ce n'est pas juste une simplification, c'est carrément l'inverse de la réalité. » Et c'est là, évidemment, que ça devient passionnant. Loin, très loin de vouloir un État affaibli, le néolibéralisme, à son origine, rêvait d'un État plus fort, plus interventionniste que jamais. Ça semble paradoxal, pas tant que ça en fait si on remonte à la source. Pour ça, on va faire un petit voyage dans le temps. Tout part du crash de 1929. C'est un séisme. Le libéralisme classique du laisser-faire, l'idée que le marché s'autorégule, s'effondre de manière spectaculaire. Face à ce chaos, des penseurs comme Walter Lippmann tirent une conclusion radicale. Le marché, en fait, n'est pas du tout une force naturelle. Au contraire, il est super fragile. Il faut donc le construire, le protéger, le planifier. Et pour ça, il faut un État puissant. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, le véritable ancêtre du néolibéralisme. Et là, on touche au cœur du réacteur. Le but n'est pas du tout de réduire l'État, mais de le réorienter complètement. Sa nouvelle mission? Construire de A à Z un marché mondial basé sur la compétition et, encore plus fou, transformer l'espèce humaine pour qu'elle puisse y survivre. Oui, on a bien entendu, il s'agit d'adapter l'humain au marché et surtout pas l'inverse. Cette vision de l'humanité, elle est centrale dans le projet. Pour ces premiers penseurs néolibéraux, l'être humain est une créature pleine de défauts, une masse archaïque, pas du tout adaptée à la compétition mondiale. Il faut donc la guider, la rééduquer, la façonner, parfois de force, pour ce nouvel environnement. C'est une vision assez glaçante quand on y pense. Et pour réussir cette immense transformation, on déploie l'artillerie lourde. L'éducation ne va plus seulement former des citoyens, mais des individus employables. La santé ne sert plus juste à soigner, mais à nous remettre vite dans la course. Les médias, eux, sont chargés de fabriquer le consentement. On voit le tableau. C'est un État qui s'immisce partout, du berceau à la tombe, non pas pour notre bien-être, mais pour nous rendre plus performants. Bon, on a vu le premier mythe, passons maintenant au deuxième, la démocratie. Et là encore, Barbara Stiegler nous prévient, la confusion est totale. On peut se préparer à une autre surprise de taille. On apprend ça depuis tout petit à l'école. On vit en démocratie. Et le vote, c'est notre super pouvoir de citoyen. Le moment sacré où on exerce notre souveraineté. C'est du moins ce qu'on nous raconte. Mais Stiegler nous met en garde. Nos régimes n'ont jamais, au grand jamais, été conçus pour être des démocraties au sens premier du terme. Au contraire, historiquement, ils ont été créés pour éviter à tout prix qu'un peuple ne se gouverne lui-même. Ça change un peu la perspective, n'est-ce pas? En fait, il y a deux choses bien distinctes. D'un côté, notre système, le régime électif. On choisit une élite qu'on estime plus compétente pour gouverner à notre place. C'est un peu comme si on confiait les clés de la maison à quelqu'un en croisant les doigts pour qu'il s'en occupe bien. De l'autre, il y a la démocratie réelle, l'idéal originel. C'est le peuple qui discute et qui décide, directement, sans intermédiaire. La différence, elle est colossale. Cette citation, elle les résume absolument tout. Le vote n'est pas le moment où l'on prend le pouvoir, c'est précisément le moment où on y renonce, où on le transfère à d'autres. C'est un renversement complet de la perspective habituelle. Et ça fait quand même pas mal réfléchir. Alors que se passe-t-il quand le fossé entre ces mythes et la réalité devient trop grand? D'un côté, un État qu'on dit minimal mais qui n'a jamais été aussi présent, et de l'autre, un pouvoir du peuple qui est en fait une délégation, le système se fissure, il craque de partout. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis les années 2000, les chocs n'arrêtent pas.
D'abord, la prise de conscience écologique qui vient percuter le dogme de la croissance infinie. Puis, la crise financière de 2008 qui montre à quel point le système est fragile. Et surtout, il y a eu des moments où la volonté du peuple a été ouvertement ignorée. On se souvient du référendum de 2005 ? Le référendum de 2005 en France, pour beaucoup, c'est le point de bascule. 55% des Français disent non au traité constitutionnel européen après un débat public hyper intense. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelques années plus tard, le texte est adopté par voie parlementaire. Pour Stigler, c'est plus qu'une décision politique, c'est une trahison qui a créé une cassure irréversible entre une bonne partie de la population et ses élites. Ce que cette analyse met en lumière, c'est un vrai changement de perception. De plus en plus de gens ne voient plus nos régimes comme des démocraties au service de tous, mais plutôt comme des plutocraties, où les plus riches gouvernent pour les plus riches et où les citoyens sont vus comme une simple population à gérer. Ça résonne avec l'actualité, non ? Alors pour résumer, on a un néolibéralisme qui n'est pas moins d'État, mais un État fort qui nous adapte au marché. Et une démocratie qui est un régime électif où l'on se dessaisit de notre pouvoir. Quand ces deux réalités cachées éclatent au grand jour, ça nous amène à la question finale que pose Stigler. La révolution est-elle terminée ? Pendant 2 siècles, la droite disait oui et la gauche disait non. Si cette question refait surface aujourd'hui, c'est peut-être le signe que le débat est très très loin d'être clos. Une interrogation qui nous concerne tous et qui décidera de notre avenir collectif.